Imaginez un homme. Un homme qui affirme avoir gagné une élection présidentielle. Qui dit avoir reçu le vote du peuple. Qui prétend que le fauteuil lui appartient de droit. Mais cet homme n'est pas à Yaoundé. Il n'est pas au palais d'Etoudi. Il n'est pas en train de signer des décrets ou de recevoir des ambassadeurs. Non. Cet homme est en exil. Et depuis cet exil, il lance ce qu'il appelle lui-même un appel urgent. 3 mots. Des mots lourds comme des pierres, l'heure est grave. Qu'est-ce qui pousse un candidat à la présidentielle camerounaise à fuir son propre pays après avoir, selon lui, remporté l'élection? Qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun depuis octobre 2025? Et cette diaspora à qui il s'adresse, que peut-elle vraiment faire à des milliers de kilomètres d'Etoudi? Restez avec nous. Parce que cette histoire est bien plus complexe, bien plus profonde et bien plus camerounaise qu'il n'y paraît. Partie 1. Contexte des faits, le décor d'un pays sous tension. Pour comprendre l'appel d'Issa Chiroma Bakary depuis son lieu d'exil, il faut d'abord comprendre dans quel Cameroun nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun. Un pays de 30 millions d'âmes. Un pays qui a connu le multipartisme depuis 1990, mais dont les élections ont toujours été entourées d'une atmosphère lourde, chargée de contestations, de polémiques et parfois de violence. L'histoire politique camerounaise est jalonnée de moments où le résultat des urnes et le résultat officiel proclamé ont semblé appartenir à deux réalités parallèles. Ceux qui ont vécu 1992 savent de quoi il est question. Cette année-là, John Fruendi et ses partisans ont crié à la fraude. Le pays a failli basculer. Un couvre-feu a été décrété dans la province nord-ouest. Et à la fin, le pouvoir en place a conservé son fauteuil. Même scénario, presque copié-collé. Maurice Kamto, candidat du MRC, proclame sa victoire avant même les résultats officiels. Il sera arrêté. Ses partisans aussi. Et le pays a continué à tourner sous la même direction, comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en octobre 2025, une nouvelle présidentielle a eu lieu. Et cette fois-ci, le nom qui revient au cœur de la controverse, c'est celui d'Issa Chiroma Bakary. Qui est Issa Chiroma? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici quelques éléments essentiels. Ancien ministre de la Communication sous Paul Biya, pendant de longues années, il était l'un des visages du régime. La voix officielle du gouvernement. Celui qu'on voyait sur les écrans de CRTV défendre les positions du pouvoir avec une conviction qui pouvait parfois surprendre. Mais les hommes changent. Ou du moins, certains d'entre eux. Chiroma a quitté le gouvernement. Il a rejoint les rangs de l'opposition. Il a créé son propre mouvement politique. Et en octobre 2025, il s'est présenté à la présidentielle avec un programme qu'il appelle lui-même « Transition et transformation du Cameroun ». Selon lui, ce n'était pas une simple candidature symbolique. Selon lui, il a gagné. Et voilà où tout commence à devenir très camerounais. Mais avant d'aller plus loin, posons quelques faits importants. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est tenue dans un contexte particulier. Le pays est toujours déchiré par la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une crise qui dure depuis 2016 et qui a fait des dizaines de milliers de déplacés internes, des milliers de morts, et des communautés entières réduites à la survie. Économiquement, le Cameroun fait face à une dette croissante, à une pauvreté qui s'étend, et à une jeunesse de plus en plus désenchantée. Dans ce contexte, il est légitime de se demander, dans quel état moral, civique et politique un peuple se retrouve-t-il à chaque nouvelle élection? C'est là que la diaspora entre en jeu. Et c'est précisément à elle que Chiroma s'adresse aujourd'hui. Partie 2. Le conflit, la bataille des légitimités. Depuis son exil, dont la destination exacte n'a pas été officiellement confirmée, Issa Chiroma a publié ce qu'il appelle un message à l'ensemble de la diaspora camerounaise. Ce message est long. Il est solennel. Il est vibrant. Et il contient des affirmations qui méritent qu'on s'y attarde sérieusement. Il dit, et je cite dans l'esprit de ses propos, « Après ma victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2025, à la faveur d'une mobilisation populaire et inédite ainsi que du vote massif de la diaspora, cet élan s'est confirmé. Une victoire. » Il parle de victoire. Mais ce n'est pas tout. Il dénonce ce qu'il appelle une usurpation. Selon lui, le régime en place aurait confisqué le résultat des urnes, privant ainsi le peuple camerounais de sa volonté clairement exprimée. Il va plus loin en évoquant des manœuvres antidémocratiques,
notamment des modifications constitutionnelles qu'il juge taillées sur mesure pour consolider le pouvoir d'un individu qu'il qualifie d'illégitime depuis le 12 octobre 2025. Et la cerise sur le gâteau? La création d'un poste de vice-président nommé. Ici, il faut marquer une pause. Parce que ce point précis mérite une attention toute particulière. La question de la vice-présidence au Cameroun n'est pas nouvelle. Elle est dans la Constitution depuis des années. Mais ce qui est en débat aujourd'hui, selon plusieurs analystes politiques, c'est la manière dont ce poste est envisagé et la période particulièrement sensible dans laquelle cette réflexion intervient. Nommer un vice-président dans un contexte post-électoral contesté, cela envoie des signaux. Des signaux que certains lisent comme une consolidation dynastique du pouvoir. D'autres, comme une mesure de continuité institutionnelle. Qui a raison? La réponse dépend souvent de quel côté de la barrière politique on se trouve. Mais le fait est là, la tension est réelle. Partie 3, révélation et décryptage, ce que le message ne dit pas. Analysons ce message plus en profondeur. Parce qu'un texte politique, comme un iceberg, cache souvent plus qu'il ne révèle. Premier point, l'exil lui-même. Tchiroma est en exil. Cela est un fait. Mais la question que beaucoup de Camerounais se posent, c'est « pourquoi ?» Est-ce une fuite préventive face à une menace réelle sur sa sécurité? Est-ce une posture stratégique pour se positionner comme une victime du régime et renforcer sa crédibilité à l'international? Ou est-ce les deux à la fois? Ces questions ne sont pas anodines. Dans la politique africaine, l'exil a souvent une double fonction. D'un côté, il protège physiquement. De l'autre, il permet de parler librement, sans les contraintes qu'impose la présence sur le sol national. Des figures comme Romain Wakata, Kémy Séba, ou dans un registre différent, des opposants de nombreux pays africains, ont utilisé l'exil ou le semi-exil comme plateforme d'influence. Tchiroma semble emprunter cette même trajectoire. Mais ce n'est pas tout. Deuxième point, la référence à Anissé Ekane. Dans son message, Tchiroma salue les hommages rendus à Anissé Ekane, qu'il qualifie d'illustre héros national. Ce n'est pas un nom qu'on cite par hasard. Ekane était une figure de l'opposition camerounaise historique, un homme respecté pour son engagement sans compromis. En le citant, Tchiroma tente de s'inscrire dans une filiation mémorielle forte. Il cherche à se légitimer non pas seulement comme candidat malheureux, mais comme continuateur d'un combat historique plus large. C'est habile. Très habile. Troisième point, le chiffre du 12 octobre 2025. Tchiroma revient plusieurs fois sur cette date. Le 12 octobre 2025 comme date fondatrice, comme moment pivot. Comme si à partir de ce jour, l'horloge de la légitimité camerounaise s'était arrêtée et ne pourrait repartir qu'à travers la reconnaissance de sa victoire. Or, il faut être intellectuellement honnête, aucun résultat officiel ne lui a attribué la victoire. Les instances officielles camerounaises, notamment Elecam, la commission électorale ont, comme à l'habitude, proclamé les résultats en faveur du candidat du parti au pouvoir. Tchiroma conteste ces résultats. Mais entre contester et prouver, il y a une distance que ni les discours enflammés ni les appels à la diaspora ne peuvent seuls combler. La vraie question que posent plusieurs observateurs est celle-ci, dispose-t-il de preuves tangibles, vérifiables, de sa victoire? Des procès-verbaux alternatifs? Des témoignages de délégués de bureaux de vote? Des chiffres parallèles compilés par ses équipes de terrain? À ce jour, ces éléments n'ont pas été rendus publics de manière exhaustive et vérifiable. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Mais cela invite à la prudence analytique. Quatrième point, et c'est peut-être le plus révélateur, l'appel à l'unité masque une réalité de fragmentation. Quand un leader dit « unissons-nous », c'est souvent parce que la désunion est déjà là, profonde et problématique. Tchiroma le reconnaît implicitement en parlant de querelles de leadership, de polémiques inutiles, d'attaques personnelles sur les réseaux sociaux. La diaspora camerounaise est diverse. Elle vient du nord, du sud, de l'ouest, du centre, des régions anglophones. Elle porte en elle les mêmes fractures que le Cameroun intérieur, les clivages ethniques, les rivalités régionales, les sensibilités idéologiques différentes. Certains soutiennent Maurice Kamto. D'autres suivent Cabral Libye. D'autres encore ne font confiance à aucun des anciens acteurs du système. Et Tchiroma, lui, vient du système. Il a été ministre. Il a défendu ce régime pendant des années à la télévision nationale. Cette histoire-là ne s'efface pas d'un trait de plume, aussi lyrique soit-il.
Partie 4. Analyse satirique approfondie, la politique camerounaise vue au microscope. Maintenant, mettons nos lunettes de décryptage satirique.